Nous sommes en 1991. La Côte d'Azur scintille sous le soleil du début de l'été. À Mougins, un village pittoresque perché sur les collines au-dessus de Cannes, la vie s'écoule à un rythme paisible. C'est un lieu de villas luxueuses, de jardins manucurés et de riches résidents qui tiennent à leur intimité. Parmi eux se trouve Ghislaine Marchal, une veuve de 65 ans, issue d'une importante famille d'industriels. Elle vit seule dans une vaste propriété appelée La Chamade. Ses journées sont calmes, rythmées par les habitudes d'une vie confortable, s'occuper de sa maison, voir ses amis et profiter de la tranquillité de son environnement. C'est une femme aisée, discrète mais ferme dans ses habitudes, un détail qui sera plus tard scruté par les enquêteurs reconstituant ses dernières heures. Sa villa, La Chamade, était son sanctuaire, magnifique, mais aussi une forteresse. De hauts murs et un portail sécurisé la protégèrent du monde extérieur. Ghislaine était prudente, s'assurant toujours que ses portes étaient enfermées à clé. Sa vie était ordonnée, prévisible. Elle avait un jardinier, Omar Radad, un jeune Marocain qui s'occupait des jardins luxuriants. Elle avait des amis à qui elle parlait au téléphone tous les jours. Cette routine, cette prévisibilité, allait signaler que quelque chose n'allait pas du tout. Le dimanche 23 juin 1991, ses appels habituels restèrent sans réponse. Le silence à l'intérieur de La Chamade était inhabituel, inquiétant ceux qui la connaissaient bien. Ses amis commencèrent à s'inquiéter. Elles appelèrent à plusieurs reprises, sans réponse. Une visite à la villa épaissit le mystère. Portail fermé, serrures intactes, aucun signe d'effraction. La police réussit finalement à pénétrer dans la villa. La maison principale était impeccable, presque intacte. Rien ne semblait anormal. Mais une porte fermée à clé menait au sous-sol. Elle était bloquée de l'intérieur. Quelque chose de lourd était poussé contre elle. Avec un effort considérable, les agents forcèrent la porte. La scène qui s'offrit à eux était horrible. Dans l'obscurité de la cave, ils découvrirent le corps de Ghislaine Marchal, brutalement assassinée, poignardée à plusieurs reprises. La violence était choquante, un contraste saisissant avec le cadre paisible de sa maison. La scène de crime était un ensemble de contradictions. La porte de la cave avait été barricadée de l'intérieur avec un cadre de lit en métal et un lourd tuyau. Comment un tueur aurait-il pu verrouiller la porte de l'intérieur et s'échapper? Cela semblait impossible. Aucune autre sortie. Aucune fenêtre brisée. Un mystère déroutant de chambre close. Ghislaine gisait morte dans une pièce que son meurtrier n'aurait apparemment pas pu quitter. Théorie initiale. Le tueur était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle a laissé entrer. L'autopsie révéla qu'elle s'était débattue. L'attaque fut féroce. Au-delà de la brutalité, la cave recelait d'autres indices. Aucun signe d'effraction dans la villa, suggérant qu'elle a laissé entrer l'agresseur. Pourquoi aurait-elle conduit quelqu'un à sa cave? Ou y a-t-elle été prise en embuscade? La police chercha le moindre élément de preuve. Une arme, une empreinte digitale, un cheveu. 2 portes attirèrent l'attention, l'entrée principale forcée, et une porte plus petite, également verrouillée et bloquée. Sur cette seconde porte, ils trouvèrent l'indice qui allait définir l'affaire. Le message était écrit en lettres capitales, brutes et désespérées. Griffonné sur une porte de la cave, il y avait ces mots. « Omar m'a tué. Omar m'a tué. » En français, « Omar m'a tué. » Une seconde inscription similaire fut trouvée près de la porte principale de la cave, moins complète, « Omar maté ». Pour les enquêteurs, c'était l'indice ultime. Une déclaration faite sur le point de mourir. Une accusation directe, apparemment sans ambiguïté. Dans son agonie, elle avait apparemment trouvé la force d'identifier son tueur. Le nom, Omar, mit une personne sur le devant de la scène. Son jardinier. Omar Radad. Le message sanglant devint la pierre angulaire de l'accusation. Puissant, émouvant, accablant. L'image d'une femme mourante écrivant le nom de son tueur frappa l'imagination du public. La police, le public, étaient les captivés. C'était comme si elle parlait directement, réclamant justice. L'énigme déroutante de la chambre close avait maintenant une direction claire. Trouver et interroger l'homme désigné par le sang. Le mystère semblait résolu. Pourtant, dès le début, il y avait un problème, une faute de grammaire. La forme correcte en français est « Omar m'a tué ». Le message disait « tuer », l'infinitif, au lieu du participe passé. Cette erreur devint centrale. Ghislaine Marchal aurait-elle pu commettre une telle erreur, même en mourant? Certains dirent que la détresse la rendait plausible. D'autres
y virent une tentative de coup monté. L'anomalie sema le premier germe du doute. Des experts analysèrent l'écriture, complexe, formée avec les doigts, difficile à interpréter. L'accusation affirma qu'elle était compatible avec la sienne. La défense était en profond désaccord. Une phrase devint un champ de bataille, capable de faire condamner un homme ou de révéler une vérité plus profonde. Avec le message sanglant comme preuve principale, la police agit rapidement. L'attention se fixa sur Omar Haddad, 29 ans, immigré marocain. Il travaillait pour elle depuis quelques mois seulement. Un homme discret, avec une femme et de jeunes enfants. Aucun casier judiciaire, français limité. En difficulté financière, il envoyait de l'argent à sa famille au Maroc. 2 jours après la découverte, il fut interrogé. Dès le début, Omar clama son innocence avec véhémence. Il dit qu'il avait une bonne relation avec Madame Marshall. Aucune raison de lui faire du mal. L'accusation monta un dossier, mobile, l'argent. Ils prétendirent qu'elle avait accusé Omar de l'avoir volé dans son sac à main et qu'il l'aurait tué lors d'une confrontation. Ils montrèrent l'argent liquide qu'il avait lors de son arrestation, affirmant qu'il était volé. Omar dit que c'étaient des économies et des prêts de sa famille, pour un voyage au Maroc. Son alibi, un déjeuner en famille et chez un ami, était soutenu, mais le timing était difficile à établir. Les procureurs exploitèrent les failles. Son français limité lui porta préjudice. Il avait du mal à comprendre et à s'exprimer. Certains y virent une forme de dérobade. Aucune empreinte digitale, pas d'ADN, aucun témoin ne le plaçant à la villa ce jour-là. Pourtant, il fut formellement inculpé. L'affaire reposait presque entièrement sur l'inscription. Un suspect, parfait, pour le récit, étranger, pauvre, incapable de se défendre efficacement. Le procès commença en 1994, devenant rapidement une sensation médiatique. Une histoire simple, une riche veuve assassinée par son jardinier immigré, confondu par ses dernières paroles. Jacques Vergès attaqua l'enquête, bâclé, biaisé par le message, ignorant d'autres pistes. Aucune preuve matérielle. La faute de grammaire et les contestations sur l'écriture suggéraient une mise en scène. En février 1994, Omar Haddad fut déclaré coupable et condamné à 18 ans de prison. Soulagement et indignation. Beaucoup y virent une erreur judiciaire. Une grâce partielle le libéra, mais la condamnation fut maintenue. Plus tard, l'ADN révéla 4 profils masculins, aucun ne correspondant à celui d'Omar. Les appels furent rejetés. Omar m'a tué, perdure, symbole de la faillibilité judiciaire et du pouvoir obsédant d'une phrase ambiguë écrite avec du sang.